Bonjour, je suis Frédéric Serrière. Bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter la présentation que j'ai présentée pour Cap Construction, qui est un cluster sur les acteurs de la construction, c'est bien les promoteurs, les fournisseurs, les architectes. Cluster qui se trouve un petit peu au nord de Namur, en Belgique. Donc c'était une conférence le jeudi 28 mars 2019. Plusieurs questions. Qu'est-ce que la Silver Economy? Quels sont les nouveaux besoins? Quel potentiel pour le secteur de la construction? Et beaucoup d'autres informations que je vous propose de vous partager sur l'habitat et les seniors et les futures demandes, besoins des seniors dans le thème de la construction. Il y a quelques années, nous réalisions une étude de marché pour un client et on interviewait des baby-boomers. Il y a un baby-boomer de 65 ans qui nous dit moi je fais de la boxe avec mon fils, il me tape dessus, je lui tape dessus, tout va bien. Sauf qu'il y a une différence, c'est que lorsque moi je me lève du lit le lendemain matin, je me souviens que j'ai fait de la boxe la veille. Et il rajoute, autant nos parents, mes parents, auraient arrêté la boxe, auraient fait un autre sport plus souple, moins contraignant, ou auraient purement simplement arrêté le sport, autant moi je veux pouvoir continuer à faire de la boxe avec mon fils. Donc je vais chercher des solutions, des astuces, des services, des produits qui vont me permettre de soulager mes muscles par exemple, mais aussi par exemple des usages des gants différents, des bas de contention par exemple sur tout le corps, donc c'est plus des bas mais en tout cas des vêtements de contention. Bref, un ensemble de services et de produits pour continuer ma boxe. Ça c'est très important car nous assistons à un changement de paradigme à l'heure actuelle. Nos arrière-parents, j'ai 50 ans, nos arrière-parents voulaient vivre le plus longtemps possible. Nos parents, encore vivants à l'heure actuelle, veulent vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Et les jeunes seniors veulent vivre le plus longtemps possible en bonne santé, bien sûr, mais pour faire des choses, continuer d'être actifs, continuer de découvrir, redécouvrir des activités, faire ce qu'ils n'ont jamais eu le temps de faire, bref, continuer à réaliser et faire des actions. Ça c'est très important car l'habitat et les personnes âgées et les seniors a longtemps été vu comme un lieu de maintien à domicile. Alors c'est vrai que cela va continuer à être le cas pour notamment les personnes plus âgées. Et je pense que l'habitat va également changer de paradigme et va devenir de plus en plus, en tout cas va continuer d'être un lieu d'activité, un lieu qui permette de continuer ces activités. Donc ça peut être un déménagement vers les centres-villes, ça peut être une chambre d'amis pour recevoir la famille, ça peut être des bâtiments qui sont faits pour non pas maintenir à domicile, mais pour garantir une meilleure autonomie. Ça peut être des produits technologiques qui permettent de mieux vivre en tant que bien-être et confort dans son domicile. Donc passer de maintien à domicile, ou en tout cas passer d'un habitat qui évite d'être dépendant, ou qui évite les maisons de retraite médicalisées, à un habitat au contraire qui rapproche et qui permette une vie normale. Qui je suis? Je suis Frédéric Serrière, conseiller en stratégie sur le marché des seniors depuis 20 ans, animateur d'un think tank qui s'appelle Age Economy, qui est présent à Berlin, Londres et quelquefois Paris. Je dirige une agence de conseil qui s'appelle Global Aging Consulting, qui est présente au Japon, en Amérique de l'Est, à Londres, en France et bien sûr à Berlin. Et nous avons un site qui s'appelle ageeconomy.com, qui est un site d'information sur le business sur le marché des seniors. Alors tout d'abord, pourquoi s'intéresser au marché des seniors et pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs marchés? En 2016, McKinsey a publié une étude
sur la hausse de consommation que nous allons connaître entre 2015 et 2030. Il y a beaucoup de conclusions dans cette étude, dont une qui est que la hausse de consommation, 60% de la hausse de la consommation d'ici à 2030 va être générée par les retraités actuels et les futurs retraités. Autrement dit, les retraités et les futurs retraités vont générer 60% de la hausse de la consommation d'ici 2030. En tout cas, entre 2015 et 2030. Donc c'est ce qu'on voit encadré en bleu. Par contre, on voit qu'il y a deux barres, en tout cas qu'il y a deux âges. Il y a les baby boomers, les 60-74 ans, qui montent maintenant 76 ans, et les 75 ans et plus. La première barre, qui est la plus importante, concerne les jeunes seniors entièrement autonomes, qui est vraiment dans l'aspect continuer ses activités, le bien-être, le confort, l'équipement d'un logement pour le confort, on déménage pour un appartement plus proche des bourgs des villes pour être plus confortable et plus avoir le grand jardin à entretenir. Et ensuite vous avez les 75 ans et plus, qui est environ 25%, mais 4,7%, qui là c'est plutôt l'aménagement du domicile pour rester chez soi. Donc là c'est plutôt lié au maintien à domicile et à la santé. Donc déjà, il y a vraiment deux marchés. Autre slide, donc là j'ai mis une pyramide des âges qui est retournée. Vous voyez, en fait, ça choque au début, c'est que l'âge 0, au lieu d'être en bas, il est en haut ici, et le 100 ans, il est en bas. Et donc, bien sûr, là vous avez le nombre de personnes, femmes et hommes, de la pyramide des âges de la Belgique, hein, puisque c'est une conférence sur la Belgique. Je vous ai mis à côté les générations qui sont concernées, les grands seniors, les baby-boomers et la génération X. Génération qui va se décaler, donc ici vers le bas, au fur et à mesure que ces générations vont vieillir. Ce n'est pas des cohortes, ce n'est pas un aspect d'âge, c'est un aspect de génération. Et ça va expliquer pas mal de choses dans la construction de l'habitat. Les grands seniors, ce qui est important, la sécurité, la camaraderie, la complicité entre amis. Et oui, par exemple, les baby-boomers, c'est l'hédonisme, la liberté, l'individualisme, la nostalgie et la jeunesse. Donc, on voit bien que, par exemple, sur l'habitat pour personnes âgées ou l'habitat pour des résidences seniors, on s'aperçoit que ça correspond plus à des seniors actuels et à des grands seniors au niveau des valeurs, plutôt qu'à des baby-boomers, chiffre qui, bien sûr, qui va être compensé par un plus grand nombre de baby-boomers qui arrivent à la retraite. Parce qu'effectivement, comme vous le voyez, on n'a plus vraiment une pyramide des âges, on a une pyramide sur le bas de la pyramide, et après, bien sûr, on a un cylindre. Et la génération la plus nombreuse à l'heure actuelle, c'est la génération X couplée à la génération des baby-boomers. Vous voyez, c'est les 50, 60 ans qui sont les plus nombreux. Ensuite, ils sont moins nombreux parce qu'effectivement, il y a eu un déficit de naissance dû à la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr, ensuite, il y a la mortalité qui fait qu'il y ait de moins en moins de personnes au fur et à mesure que l'on vieillit, donc le bas du diagramme. Dans ce graphique-là, toujours la pyramide des âges, et j'ai marqué en face quel type de logement et quel changement. Vers 54 ans, même si c'est un peu coupé, on a le départ du dernier enfant du foyer. Ensuite, vers 65 ans, il y a un autre phénomène, bien sûr pas sur tous, bien sûr, hein, mais un phénomène qui se passe, c'est plutôt une migration vers les bourgs des villes, lorsqu'on a une maison qui est en dehors d'une ville, par exemple une ville moyenne, qui est trop grande, avec un jardin à entretenir qui est trop lourd à entretenir, on n'a plus vraiment envie d'entretenir le jardin, et donc on se rapproche, on vend la maison, on se libère la maison, et on se rapproche vers les centres-villes, et là on va chercher plutôt des appartements F2, F3, donc en fonction des pays, c'est 2 pièces plus cuisine ou 3 pièces, 2 pièces plus cuisine ou 3 pièces plus cuisine. Plutôt vers les bourgs des villes, dans le sens où on va se rapprocher des centres-villes, donc ou des bourgs des villes, avec des appartements plutôt petites pièces et grandes dimensions, avec un cellier, par exemple, ça c'est le classique, avec des espaces lumineux, etc. Vers l'âge de 76 ans, certains, 75 ans, certains, 76 ans, même un peu plus, déménagent vers des résidences seniors.
Donc là, effectivement, on s'aperçoit que on commence à vieillir et que l'on est veuve, par exemple, que l'on se retrouve dans la solitude, que l'on veut être entouré, et donc on va plutôt vers des résidences seniors ou des résidences, on va dire, à loyer modéré. C'est ces deux types de résidences qui arrivent à ce niveau-là. Les résidences seniors étant pour les plus aisés, car ça coûte quand même plus de 1000 euros généralement les appartements en location, et les résidences dites autonomie pour la France, mais assistide médicale pour d'autres pays. Et ensuite, en 83 ans, en moyenne, une personne sur trois devient dépendante. Dans la dépendance, environ 75%, 70%, c'est maladie d'Alzheimer et apparentée. Les autres, c'est une dépendance physique plutôt. Et une personne sur 8 environ va en établissement médicalisé pour personnes âgées. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est que d'une part, vous voyez, alors là c'est pas vraiment visible, mais lorsque l'on regarde vraiment une pyramide des âges interactive, c'est moins vrai pour la Belgique, mais c'est vrai comme pour beaucoup de pays comme l'Espagne ou la France par exemple, le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans, donc en âge de rentrer en maison de retraite médicalisée, il est stable jusqu'en 2027. Donc la hausse actuellement, le boom actuellement de construction, d'investissement qui se passe, c'est dans l'aménagement du domicile, aussi bien pour le confort vers 65 ans que plutôt lié à la santé et à la perte d'autonomie vers 80 ans. Ça c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est les résidences seniors. Donc quels sont les besoins en termes de logement, en termes d'habitat et de construction? Il y a de l'aménagement de confort. C'est en fait, effectivement, structurellement, avec le vieillissement de la population, donc ça c'est un phénomène d'âge, c'est structurel lié à un âge, lié à un vieillissement. On reste de plus en le temps passé chez soi augmente. Parce qu'il y a une moins grande mobilité, une plus grande fatigue dans la mobilité, et une plus faible envie de se déplacer. Donc il va y avoir un aménagement de confort vers 65 ans, à partir de 65 ans, c'est-à-dire par exemple on va refaire la salle de bain pour transformer une douche une baignoire en douche, à l'italienne par exemple. Là, à 65 ans, c'est pas dans le but de maintien de domicile, mais c'est dans le but du bien-être et du confort, moderne et design, avec effectivement l'idée derrière, secondaire, qui est de dire, voilà, cette douche, si on l'installe, si on refait la salle de bain, cette installation, cette réfection de la salle de bain, va devoir durer jusqu'au bout. Donc on arrive essentiellement à l'aménagement d'une douche à l'italienne. Un peu plus tôt, vers l'âge de 55 ans, 56 ans, lorsqu'il y a le départ du dernier enfant du foyer, dernier enfant effectif du foyer, on a possibilité d'aménager par exemple la pièce ou les chambres qui servaient aux enfants, soit en bureau, etc. Et à ce niveau-là, autre phénomène, lorsqu'on n'a pas de parents dépendants, lorsqu'on a fini de rembourser l'emprunt principal de la maison, lorsque on a le départ du dernier enfant, on peut avoir un revenu disponible net très important. Ce qui peut forcément changer, effectivement, si on a un parent dépendant et qu'il faut payer en partie une maison de retraite ou un établissement pour personnes âgées médicalisées. Donc là aussi, ce revenu disponible net peut servir à aménager la maison ou à refaire la maison, à apporter plus de confort et de bien-être à la maison. Deuxième besoin, ceux qui déménagent vers l'âge de 65 ans vers les bourgs des villes pour se rapprocher des commerces. L'idée c'est d'être à 5 minutes d'une boulangerie, 20 minutes d'un médecin à pied, 10 minutes de pharmacie, 5 minutes des commerces, 5-10 minutes des commerces à pied. Là c'est pour la praticité, parce qu'on a une maison trop grande, on n'a plus envie vraiment de passer du temps à faire ça. Et donc là généralement la demande c'est des appartements de petites pièces, généralement, enfin de petits nombres de pièces, pardon, F3 généralement, de grandes dimensions, avec un cellier. L'idée c'est d'avoir un appartement qui est lumineux, dégagé de tout ce qui est un peu inutile,
confortable, avec ascenseur, et proche des commerces. Et lumineux. Voilà, généralement c'est ça, c'est petit nombre de pièces, F3, grande dimension, avec un cellier, une sorte de débarras, assez épuré, pour la plupart d'entre eux, même si c'est très varié, plutôt lumineux, avec des grandes baies vitrées. Troisième point qui est en train de se développer en Europe, mais beaucoup plus aux USA, c'est les adultes active communities. C'est des, prononcé à la française, hein, vous avez vu, c'est ces villages seniors aux USA, où on est entre seniors pour être actifs, donc c'est des personnes qui vont déménager dans ce genre de village à partir de 55 ans, donc on est vraiment plus jeune, de 65 ans à 70 ans, et là c'est pour profiter de la vie, faire des activités, être entre amis, on est vraiment dans le bien-être et on est totalement autonome. Les résidences seniors, c'est des services, c'est des résidences pour seniors avec des services d'aide, ménage, bricolage, livraison des courses, et après il y a des services de restauration ou des services de santé, sans que ça soit vraiment médicalisé. C'est des résidences seniors qui sont plutôt, qui ciblent plutôt les CSP+, et CSP moyennes qui ont un bien immobilier. Parce qu'un appartement coûte environ 1000 euros, entre 1000 et 1500 euros, en tout cas on va dire entre 900 et 1500 euros en fonction de la taille du logement et puis des services que l'on prend, ou si c'est plus ou moins service. Ce qu'on peut dire ici, c'est que l'on peut mettre environ 1 à 2 résidences seniors pour une ville de 60 000 habitants, 70 000 habitants, parce qu'il y a un très faible pourcentage qui veut et qui peut aller dans ces résidences seniors. Autre besoin, là c'est l'aménagement du logement par rapport à l'autonomie, donc là on est chez les personnes qui ont plus de 75 ans, voire plus de 80 ans, et les aménagements, ça va être quoi en priorité? Ça va être l'aménagement de la salle de bain, les stores roulants, en tout cas électriques, ça va être, on rehausse les prises électriques, ça va être on réaménage on réaménage son rangement. Par exemple, si on avait l'habitude de ranger les assiettes en bas dans sa cuisine et qu'il demandait de se baisser, on va progressivement réaménager ça et mettre les assiettes en haut puisqu'on s'en sert tous les jours. Ça peut être également mettre une rampe, supprimer une marche d'escalier ou alléger une marche d'escalier ou mettre un monte-escalier. Donc là, il y a tout l'aménagement que l'on peut imaginer. Et après, bien sûr, on va jusqu'aux aides techniques. Mais là, ça ne concerne plus vraiment le logement. Et ensuite, bien sûr, il y a les résidences médicalisées, donc les établissements pour personnes âgées médicalisées, ce qu'on appelle les EHPAD en France, qui sont pour des personnes qui sont généralement dépendantes, en tout cas une grande partie des résidents sont dépendants. Une personne sur 8 est dépendante, ce que je disais, et là on offre bien sûr des soins de manière très importante pour les personnes bien sûr qui ont l'Alzheimer ou qui sont dépendantes. Autre point que je voulais aborder, ou qu'on m'a demandé d'aborder, c'est quid de l'intergénérationnel. Alors là je vais aller à un contre-courant de ce qui se dit très souvent. On a des études de marché, des études qui interrogent les seniors, et les seniors disent, une grande partie des seniors dit qu'ils ne veulent pas être entre seniors, entre vieux. Donc ça c'est important. Mais certains, quand ils ont lu ça, ont conclu qu'il fallait faire de l'intergénération. C'est en fait ce que j'appelle du full intergénération. C'est mettre toutes les générations dans un seul bâtiment et de créer une émulation intergénérationnelle. Alors là, ça pose, à mon avis, deux problèmes. Le premier problème, c'est que si les seniors vous disent qu'ils ne veulent pas être entre seniors, ça ne veut pas dire qu'ils veulent du full intergénérationnel. Pour moi, ça veut dire tout simplement qu'ils ne veulent pas être entre seniors, et uniquement entre seniors. Donc, il y a un degré, un pourcentage, qui n'est pas le full intergénérationnel, qui est environ 10-15%,
d'une volonté de 10 à 15% de générations plus jeunes, de façon à ne pas avoir l'impression d'être entre seniors. C'est juste ne pas avoir l'impression d'être entre seniors. Et ce n'est pas du full intergénérationnel. Parce que le full intergénérationnel, il se heurte à du bruit entre voisinage quand l'adolescent démarre son scooter ou est avec ses amis en bas de la résidence et fait du bruit. Les seniors ne veulent pas être entre eux, mais ne veulent pas non plus être dérangés par un groupe d'adolescents. Je vous schématise, mais c'est un peu ça l'idée. Deuxième difficulté de l'intergénération, c'est que l'intergénération, c'est pas parce qu'on crée une résidence dite intergénérationnelle que l'intergénération se met en place naturellement. Au contraire, si vous mettez une résidence intergénérationnelle sans animation, il ne se passe rien. Il faut qu'il y ait une activité, il faut qu'il y ait une animation, donc un animateur ou une animatrice, même plusieurs. Il faut qu'il y ait des lieux, des salles spécifiques pour faire l'animation. Il faut qu'il y ait des activités pour l'animation. Bon bref, ça a un coût de salaire, ça a un coût de mètres carrés de la salle, ça a un coût d'électricité, ça a un coût de consommables. Bref, ça a un coût pour créer les animations et créer ce lien intergénérationnel. Et ce coût, généralement, tout le monde n'est pas prêt à le payer. Dans les résidences seniors, on va dire haut de gamme, effectivement, on peut trouver suffisamment de personnes qui sont prêtes à payer. Mais dans les résidences intergénérationnelles avec loyer modéré, on s'aperçoit que bien souvent dans des pays, les charges qui sont liées à ce coût d'animation, il n'est pas récupérable. Et le promoteur ou le gestionnaire ne peut pas refacturer ces coûts aux résidents. C'est très important ça. Ce qui fait que l'intergénération, pour ces derniers cas, est une charge nette pour le gestionnaire. Donc le salaire, le mètre carré de la salle, les fournitures pour l'animation, l'électricité, etc. Vous voyez donc, beaucoup ont créé de l'intergénération et en reviennent un petit peu. Donc sur la photo ici, vous voyez une résidence intergénérationnelle qui est, à mon sens, il me semble, unique en Europe de l'Est, de l'Ouest, qui est en France, sud-ouest de la France, et qui est une résidence concerto dans le sens que il y a une thématique pour ceux qui aiment la musique classique. Vous voyez, donc c'est vraiment un schéma très orienté. Concernant tout ce qui est smart building et senior. Donc là, j'ai abordé plusieurs éléments. Bien sûr, on va beaucoup plus au-delà de la domotique, on va tout ce qui est l'intelligence du bâtiment. Alors là, moi, je vous propose plusieurs axes. Trois axes, il y en a beaucoup plus, mais je vous propose d'étayer mon propos par trois axes. Les smart buildings, en tout cas les bâtiments intelligents, pour les baby boomers, ça va être apporter du confort. Apporter du confort quand on est à l'intérieur, apporter du confort pour être plus autonome chez soi, apporter du confort dans le sens qu'on peut valider à distance si les volets sont fermés, si les portes sont fermées, si le gaz est fermé, si le four est fermé, etc. Si les lumières sont éteintes. Voilà, donc apporter du confort aux baby boomers, notamment aux baby boomers un peu CSP+. Les bâtiments intelligents vont également apporter une meilleure autonomie ou un meilleur maintien à domicile, en tout cas logement à domicile, pour les personnes âgées, les grands seniors, avec par exemple l'actimétrie, c'est en fait des systèmes de capteurs qui vont analyser le mouvement de la personne âgée, tracer des courbes, des habitudes, des comportements de la personne âgée à domicile, et créer une alerte lorsqu'il y aura une anomalie. Par exemple, certains sont en train d'imaginer l'analyse de la consommation d'eau ou l'analyse de l'ouverture du réfrigérateur et ensuite ainsi
plus tard, on va pouvoir détecter un début de dénutrition. Si on ouvre moins le réfrigérateur, c'est que généralement, on se nourrit un peu moins. Et donc, il y a un risque de début de dénutrition. Donc voilà ce que le bâtiment intelligent va pouvoir proposer. Il va pouvoir également proposer de validation d'état de santé à domicile. La prévention de la santé, donc aussi bien pour les baby boomers, mais surtout pour la génération intermédiaire qui a 70-75 ans, ça va être des bâtiments qui vont être capables d'analyser le mouvement de la personne, par exemple, et de voir si elle est susceptible de chuter plus tard, si la marche, par exemple, la silhouette en marchant et le profil de marche peut évoluer, et donc le bâtiment, en tout cas des capteurs dans le bâtiment, vont pouvoir mesurer, vont pouvoir détecter un risque plus important de chute. La prévention de la santé, ça va être également tout ce qui est télésanté. C'est en fait on valide avec un médecin à distance sa santé, donc faire des consultations à distance dans des bâtiments intelligents. Et quatrième point que je voulais aborder, notamment lorsque l'on déménage, notamment en résidence senior mais autres, déménager lorsqu'on a 75 ans, ça crée quand même des perturbations, c'est beaucoup plus engageant que lorsqu'on déménage à 20 ans ou 25 ans, d'autant plus que lorsqu'on a 75 ans, généralement on a vécu plus de 20 ans ou 25 ans dans son même lieu, dans sa maison, donc on avait ses habitudes. Lorsqu'on aménage, on perd ses habitudes et il peut arriver un certain stress. Donc il va y avoir l'intelligence des bâtiments, la domotique, qui va proposer aux seniors le contrôle de leur logement. Là, c'est pas vraiment le contrôle pour le bien-être. Bon, c'est bien sûr, c'est le contrôle pour le bien-être, mais c'est le contrôle du bâtiment, donc des volets, c'est la domotique, mais plus évoluée, pour donner la sensation aux seniors qu'ils contrôlent son bâtiment, dans un but de le réassurer. Et par exemple, ça va être le contrôle à la voix. Je prends un exemple. Lorsqu'on est devant la télévision avec une lumière tamisée et qu'on est âgé, que l'interrupteur pour allumer la lumière est éloigné, et si on veut lire en regardant la télévision dans la pénombre, dans une lumière tamisée, le programme de télévision pour voir ce qu'on va regarder après, là, la luminosité généralement n'est pas suffisante pour une personne âgée ou un senior. Donc là, on pourrait imaginer un système vocal où la personne pourrait dire oralement « allume la lumière ». Voilà. Donc ça existe déjà, mais c'est vraiment, vous voyez, dans ces usages-là, vraiment définir les usages pour comprendre quels sont vraiment les besoins d'usage par rapport à ce qu'on a demandé au bâtiment intelligent. Donc bien sûr, un grand classique, hein, c'est partir des besoins, des usages et des attentes pour ensuite définir des offres. On m'a demandé de présenter des business models spécifiques d'habitat. Alors là, j'en ai mis un, c'est le bâtiment Panorama qui est en construction à Québec, qui est un bâtiment qui est une résidence senior, basée dans un très très haut, vous voyez, basée dans un parc. Et là, en fait, on joue sur... donc, c'est une résidence senior, et là, on joue sur la vue. C'est en fait, on va plus jouer vraiment sur... On joue bien sûr sur l'âge, mais on va jouer sur la vue. Parce qu'il y a des résidences seniors qui sont positionnés dans un endroit centre-ville plutôt, et là, effectivement, on joue sur un âge, c'est... vous avez une maison trop grande, des difficultés à l'entretenir, on vous propose des résidences avec des services en centre-ville, et ce sera plus facile pour vous, ça c'est le premier axe. Et deuxième axe, on met des résidences seniors dans des lieux atypiques, au bord de la mer par exemple, avec une vue, et c'est le fait d'avoir cet environnement, ce cadre de vie, qui fait la décision d'aménager, et les services viennent en plus. Donc là c'est vraiment, je vous invite de regarder, vous tapez sur internet sélection panorama résidence, Québec, et vous verrez ce bâtiment, il est assez surprenant. Deuxième business model de résidence senior encore à Berlin, en France, créé par le groupe Happy Senior. Vision, c'est le groupe Duval qui est derrière.
Ils ont un système financier, sans tout dévoiler, mais je vais vous dire ce qu'ils peuvent dire en conférence, qui est que on va permettre à des personnes âgées qui ont des revenus plus faibles, mais qui ont un patrimoine, donc une maison par exemple, de garder la maison, de la mettre en location, d'additionner les revenus locatifs à la pension, au montant de pension, et ensuite, et ainsi de suite, et ainsi c'est la somme des deux sources de revenus qui vont permettre d'aller en résidence senior avec encore plus de confort. Donc là, ça permet d'ouvrir, d'élargir le potentiel de personnes qui peuvent aller en résidence senior en raison du coût. Troisième business model que je voulais vous partager, il y a des acteurs dans l'immobilier ou des acteurs dans les hôtels qui sont en train d'imaginer des hybrides qui sont des bâtiments avec à la fois des établissements médicalisés pour personnes âgées sur certains étages, d'autres étages une partie d'hôtellerie, 2 étages une partie de longue durée style Airbnb, et 2 étages une partie de résidence senior. Donc là, effectivement, c'est un mixte entre différentes typologies de types de bâtiments dans un seul bâtiment, en fonction par exemple des étages. C'est un peu ce que nous avons fait à Berlin, puisque nous avons ouvert une résidence senior à Berlin, qui n'est pas vraiment une résidence senior, c'était en fait des appartements qui sont loués soit en courte durée, soit en longue durée, donc soit style courte durée type Airbnb, soit longue durée, que l'on réserve plus pour les seniors avec des services. Donc là, effectivement, on crée l'intergénérationnel. La difficulté qu'on a, effectivement, c'est que les personnes qui viennent avec Airbnb, les touristes hein, qui viennent voyager à Berlin et visiter Berlin, eux sont dans l'esprit plutôt de s'amuser, alors que ceux qui sont dans les appartements de longue durée, les seniors, eux, ils vivent. Donc il y a des problématiques de règlement très strictes à assumer, par exemple pour le bruit que pourraient faire les touristes. Donc voilà des exemples d'habitation. Autre modèle spécifique, c'est qu'il peut y avoir dans l'aménagement du logement des salles de bain qui sont évolutives. Si vous regardez un fabricant qui s'appelle Max au Québec, et qui a développé une salle de bain qui s'appelle Max Imagine, là on a l'aménagement d'une salle de bain ultra moderne pour des gens qui ont 65 ans, avec la possibilité dès le début de savoir qu'il y aura un catalogue d'options qui pourront être ajoutées à la salle de bain et à la douche notamment, pour pouvoir la faire évoluer et s'adapter à une éventuelle perte d'autonomie plus tard. Donc autrement dit, il y a une salle de bain au début qui est très moderne, et ensuite on peut rajouter des options, par exemple un siège, par exemple une rampe, par exemple plus de luminosité, ou des services de confort, pour permettre de conserver la salle de bain qu'on a installée, conserver l'ensemble douche par exemple, Max Imagine c'est une douche, pour pouvoir y vivre le plus longtemps possible, j'allais dire jusqu'au bout. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette présentation, un peu de publicité. J'ai réalisé un guide de 800 pages, le guide Silver Eco de 2019, qui fait 800 pages et qui explique pratiquement tout ce qu'il faut connaître d'important sur le marché des seniors à la Silver Economy. C'est 800 pages à 4, c'est un bouquin, c'est énorme, certains l'appellent la Bible, entre guillemets. Vous pouvez le retrouver sur le site www.silvereconomyleguide.com. Donc Silver Economy, IE, leguide.com en un seul mot. Et là, vous allez trouver ce guide. Ensuite, vous pouvez bien sûr trouver d'autres vidéos sur YouTube fait sous frédéricserrière.com/YouTube. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette présentation jusqu'au bout. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition pour pouvoir échanger au téléphone si vous le souhaitez. Nous avons mis en place un module qui permet d'échanger avec nous pendant 1 heure. C'est pas commercial, c'est gratuit. On échange avec vous, c'est des entretiens stratégiques, on échange avec vous pendant 1 heure dans
Et l'objectif, ça sert à clarifier votre problématique ou votre questionnement, et ensuite lancer différentes pistes pour répondre à cette problématique. C'est un entretien stratégique, soit avec moi-même, soit avec mes consultants, qui est gratuit, enfin qui est gratuit et qui dure environ 45 minutes. Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer un mail à oute.metz@frédéricsarrière.com, mon assistante, ou téléphoner à ce numéro de téléphone, c'est le numéro en France. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que j'ai pu faire avancer un petit peu votre réflexion sur le sujet des seniors, de la silver economy, du marché des seniors. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette présentation jusqu'au bout. Merci beaucoup.